Donc, je peux débuter. Les gens m'entendent en ligne? Oui, oui. Bon. Écoutez, mesdames, messieurs en ligne, mesdames, messieurs en salle, bonjour et bienvenue à cette activité organisée par la chaire Lexum et le Centre de recherche en droit public, présentation du professeur Benoît Friedman de l'Université libre de Bruxelles qui nous entretiendra sur une problématique bien actuelle, celle du contrôle du carbone, c'est-à-dire des marchés du carbone. Et donc, je me présente, Nicolas Vermez, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public. C'est mon plaisir d'accueillir mon collègue et ami, le professeur Friedman. Je vais vous lire une très courte biographie parce que lire une biographie qui lui ferait honneur prendrait l'heure qui lui est attribuée. Donc, je vais simplement me limiter en soulignant qu'il est juriste, philosophe et professeur, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, à l'Université libre de Bruxelles. Il est également directeur du Centre Perelman de philosophie du droit. Il est membre de l'Académie royale de Belgique, vous devrez m'expliquer exactement ce que ça implique, et docteur honoris causa des universités d'Aix-Marseille et de Genève. Et comme j'y ai fait allusion, sa présentation s'intitule « Gouverner le climat par les marchés du carbone ». Je cède donc la parole au professeur Friedman en le remerciant une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, cher Nicolas, qui vous remercie, qui te remercie en particulier pour présider, qui remercie Karim Benyekleff et Thibaut Ascadi de cette invitation à participer à ce cycle dans lequel on étudie les théories de la gouvernance et où il m'avait semblé que, après en avoir discuté avec les organisateurs, ça pouvait être intéressant de revenir après maintenant un bon recul au niveau de la pratique, après une bonne vingtaine d'années de mise en œuvre sur ce mécanisme des marchés du carbone qui a été choisi par certains, notamment par les Européens, mais on verra pas que par les Européens, pour régler, pour réduire comme type d'outils pour parvenir à réduire leurs émissions de gaz carbonique dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Alors, j'ai l'occasion d'intervenir ici exactement en même temps où se passe la COP28 alors, sur quoi dois-je appuyer? Pardon? Excusez-moi. Et donc, au moment même, il vaut mieux que ça ne fonctionne pas? Bon. Ah, je dois appuyer où, pardon? Les flèches sur le côté. Ah bon. Voilà. Au moment même où se déroule la COP28 dans les conditions que vous savez à Dubaï, où on ne parlera très peu, sinon pas du tout, des marchés du carbone. Sinon peut-être, on en a déjà parlé à l'occasion d'un événement qui s'est déroulé un peu en marge de cette COP28 et qui a été organisé par l'Union européenne. Qui s'est déroulé le 1er décembre 2023, donc c'était il n'y a pas longtemps, dans laquelle l'Union européenne a fait sa pub en quelque sorte, comme elle le fait depuis un certain temps, en disant les marchés du carbone, c'est la pierre angulaire de notre politique climatique, c'est un énorme succès, nous avons réduit nos émissions dans les secteurs industriels couverts de 37% depuis 2005 et nous avons recueilli plus de 175 milliards d'euros, on verra comment, et en fait adopter ce mécanisme parce que c'est le bon pour lutter pour réduire les émissions gaz à effet de serre. Donc, je voudrais qu'on ait l'occasion de pouvoir comprendre en quelque sorte ce message, voir si c'est véritablement un grand succès et pourquoi. Si on prend maintenant, puisque nous sommes ici à Montréal, la situation canadienne, on sait que la situation canadienne a été différente par rapport au marché du carbone.
qu'en réalité, au niveau international, les marchés du carbone ont été, enfin, sous une version très internationale et un peu rudimentaire, des quotas échangeables de carbone ont été organisés pour l'exécution du protocole de Kyoto. Alors, le protocole de Kyoto, c'était quand même en 1997, c'est juste l'élément qui est masqué, c'est-à-dire la COP numéro 3. Donc, c'est facile de se dire, bon, c'était il y a 25 COP, donc il y a 25 ans. Et là, on était arrivé à, sur base du principe, vous savez, de la convention de Rio de 1992, qui énonce donc le principe des responsabilités communes mais différenciées. Le mot différencié sera peut-être un des mots importants de ma communication. En exécution donc de cette convention, on a eu pour la première et pour la dernière fois un objectif chiffré qui était de réduire uniquement pour les pays dits développés de l'époque en moyenne de 5,2% leurs émissions de gaz à effet de serre par référence à l'année de 1990 et sur la période 2008-2012. Et puis le système a été abandonné. Il a été maintenu en survie artificielle à la demande des Européens pendant 4 ans. Et on n'a plus parlé au niveau international des marchés du carbone, même si les accords de Paris prévoient que l'on peut éventuellement y revenir. Donc finalement, au niveau international, comme mode de gouvernance internationale, les marchés du carbone, ça n'existe pas, ou ça a existé à un moment. On n'a pas fait plus depuis, puisque depuis lors, on fait des sortes d'engagements volontaires que de toute façon, on ne tient pas. Donc c'était au fond le côté le plus dur, hein, mais qui lui-même n'a pas été considéré comme un franc succès. En tous les cas, qu'on n'a pas voulu poursuivre à partir du moment où il s'agissait d'approfondir l'effort. Et le Canada lui-même, puisque j'évoquais le Canada, et après avoir ratifié cet accord, l'a dénoncé suite à un changement de gouvernement. C'était le gouvernement de Harper qui a dénoncé l'accord et qui souhaitait exploiter les sables bitumineux de l'Alberta, ce qui était incompatible avec le modèle. Alors, le Canada est revenu en 1919 avec l'initiative de l'actuel Premier ministre Trudeau de dire c'est le Global Challenge for Carbon Pricing. Alors, donner un prix au carbone, ce qui ne veut pas dire nécessairement créer des marchés du carbone. On peut également créer une taxe du carbone à un certain prix. Il y a plein de manières différentes de le faire. Enfin, il a trouvé comme partenaire l'Union européenne là-dedans. Il y a des contacts étroits entre l'Union européenne et le Canada. Mais là où la situation est spécialement intéressante, et toujours à Montréal, c'est qu'on est ici au Québec, où le Québec, lui, est rentré depuis 2012 dans un système de plafonnement et d'échange des droits d'émettre, le système, alors je ne sais pas comment vous le prononcez, SPED, qui a la particularité tout à fait intéressante, et spécialement qui doit nous faire tendre l'oreille par rapport à la logique internationale, ce système de marché du carbone du Québec est intégré avec la Californie. Hein, et donc, de même qu'avec l'État de Washington et la Nouvelle-Écosse. Et là, on a là quelque chose, une autre chose sur laquelle j'attire votre attention et sur laquelle je reviendrai également dans cette conférence, c'est qu'on voit ici qu'on n'est pas du tout dans de l'international au sens classique du terme, on serait dans du transnational, puisque là, on a des États fédérés qui s'associent. Alors, on peut se demander pourquoi pour faire un marché du carbone ensemble. Alors, soyons concrets, quelle est la valeur vous voyez le système de Kyoto, vous voyez qu'il y avait des engagements différenciés,
non seulement entre les pays occidentaux et les pays à ce moment-là en développement, mais que chaque pays, donc là c'est un test de vision, effectivement, hein, chaque pays avait un engagement différent. Donc j'ai mis la Belgique, d'où je viens, qui devait réduire ses émissions de 8%, et puis vous avez le Canada qui s'était engagé à réduire ses émissions de 6%, et ainsi de suite. Vous avez toute la liste, et puis les Européens ont groupé tous leurs engagements ensemble. Hein. Et voyons alors quel est le prix du carbone sur le marché entre la Californie, qui groupe notamment la Californie, le Québec et les autres États, comme je l'ai dit. Et donc, on se trouve à un prix de 30 dollars la tonne d'émissions de gaz à effet de serre équivalent carbone, ce qui veut dire, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, environ 40 dollars canadiens, alors que le cours européen du carbone, lui, il est à environ 75 euros la tonne, c'est-à-dire à 110 dollars canadiens. Donc, vous voyez que pour la même marchandise, en quelque sorte, le prix est de près de 3 fois différent entre ce marché SPED et le marché dit ETS. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce prix européen, quoique élevé, représente en fait une chute importante de 25% depuis 2 mois. Donc, nous avons un marché qui est très volatile et voilà qu'on était à plus de 105 euros et qu'on est redescendu en 2 mois à 75 euros. Quelle en est la raison? Je ne peux pas ici vous la donner. On peut spéculer peut-être un certain mollissement dans les volontés des certains États membres européens de poursuivre les efforts, mais ceci est une spéculation purement gratuite. Il y a peut-être d'autres explications que nous pourrons discuter ensemble. Notez quand même que si on prend une période un peu plus longue, on voit que malgré cette baisse, on est dans une tendance qui est vraiment haussière depuis 2021. C'est dû à une réforme des marchés du carbone à ce moment-là, ou plus exactement du changement d'objectif, puisqu'on a dit que au lieu de réduire à l'horizon 2030 de 25-30%, enfin on allait réduire de 55% les émissions de carbone, et donc tout d'un coup on émettait moins de quotas, et du coup le prix augmentait. Mais remarquez que c'est aussi, là, alors je n'en tire pas de conclusion, en la même période qu'il y a une montée plus relative des permis, du prix du carbone au niveau de l'initiative SPED, l'initiative californienne et québécoise. Alors, quel a été, je viens après ces éléments de contexte et d'actualité, quelle au fond a été la contribution des marchés du carbone à la lutte pour la réduction des émissions? S'il fallait résumer, pour ne pas vous laisser languir dans un suspense insupportable, je dirais qu'elle a été faible, sinon nulle. Quelles sont les perspectives de cet outil pour l'avenir? Je dirais qu'elles sont radieuses. Elles sont formidables. Donc, on a quelque chose qui mérite ici d'être un peu expliqué, c'est-à-dire qu'on a un outil qui n'a pas produit de bons résultats, mais qui s'impose comme l'outil qu'il faut absolument poursuivre, l'outil qu'il faut absolument approfondir. Et donc, ça, c'est quand même une remarque qui mérite, qui doit susciter une certaine perplexité et qui donc mérite quelques commentaires. Ce sera là-dessus que je voudrais faire porter l'analyse. Qu'est-ce qui me permet de dire que les perspectives sont radieuses? Eh bien, au niveau mondial directement, nous avons, et Madame van der Leyen s'en vantait, 73 systèmes de marché du carbone à présent établis dans le monde, dont depuis 2021, celui de la Chine, qui était évidemment devenu immédiatement le plus gros marché en termes de quantité de tonnes concernées, même si là, le prix du carbone sur ce nouveau marché évolue pour l'instant à moins de
$10 US la tonne. Alors la question c'est pourquoi un tel engouement durable et croissant pour un dispositif qui était en fait un dispositif particulièrement original, issu de l'analyse économique du droit, très proche des thèses de Chicago et de l'école de Chicago, et qui n'a pas produit spécialement des résultats. Pourquoi est-ce que c'est ce modèle-là qu'aujourd'hui, dans un autre contexte, on continue à choisir, à plébisciter, alors même éventuellement, enfin, on se rend compte que ça ne produit pas forcément des résultats fantastiques. Alors, on peut donner plusieurs raisons pour expliquer ce succès des instruments. Première raison est idéologique. Hein, on a mis au point cet instrument et on l'a mis en place surtout dans un contexte de domination idéologique, intellectuelle du modèle néolibéral ou du modèle ordolibéral, avec cette idée qu'il fallait qu'on allait confier au marché la mission de régler un cas classique d'échec du marché dans la théorie économique standard qu'est la pollution. Il fallait, c'est bien l'idée néolibérale, c'est qu'il faut mettre du marché, même là où il n'y en a pas, où là où le marché ne peut pas résoudre, on va créer un marché artificiel, car ce marché artificiel va beaucoup mieux que des règles de l'État permettre de résoudre le problème. Il y a aussi une raison politique. Cet instrument des marchés du carbone, il a été porté au niveau international très directement par les États-Unis, notamment à travers la chambre de discussion qu'a été l'OCDE et dans lequel les Américains ont de plus en plus avancé l'outil des marchés carbone pour la mise en œuvre du protocole de Kyoto, que, comme vous savez, finalement, ils n'ont pas signé, puisqu'il ne s'est pas trouvé une seule voix au Sénat américain pour ratifier le protocole de Kyoto, mais vous savez sans doute aussi qu'il est habituel pour les Américains de négocier des conventions même quand ils n'en sont pas partis, pour effectivement que ces conventions soient conformes à leurs intérêts. Donc, ils ont mis un poids politique et nous verrons que ça a eu un certain succès, notamment sur les Européens. La troisième raison du succès de cet outil, c'est lié aux intérêts économiques. En gros, les marchés du carbone ont permis aux industries de jouer la montre sur le problème de réduction des émissions pendant une trentaine d'années. Ils ont gagné du temps avec ce système-là. Mais il existe, à mon sens, une quatrième raison qui nous intéresse tout particulièrement en tant que juristes et qui est l'ingénierie juridique même du marché du carbone. Pourquoi est-ce que ce dispositif, certes conçu, poussé dans une certaine idéologie par certaines forces politiques et économiques, s'est imposé et s'impose encore aujourd'hui comme la bonne solution? Alors attention, je prends une précaution. Je ne veux pas dire que cette raison de technique juridique doit être distinguée des trois autres. Je ne veux pas dire que c'est uniquement parce que c'est un bon mécanisme ou que ce sera un bon mécanisme d'ingénierie juridique que le système aurait triomphé. Je crois que c'est lié aux autres. Mais enfin, il y a un rôle qui fait qu'à un moment donné, il y a une particularité de cet outil qu'on va étudier ensemble, qui fait qu'à un moment donné, quand on doit choisir quelque chose, on a choisi ça dans plusieurs circonstances difficiles plutôt qu'autre chose. On n'a pas toujours choisi. Au niveau international, on l'a rejeté, hein, mais on l'a parfois choisi. Attention que je ne dis pas non plus que cet outil qu'on a choisi est bon, qu'il est efficace. Hein, j'ai essayé de vous montrer le contraire. Je ne vais pas vous remontrer les schémas qu'on montre toujours et qui fait que tant qu'on n'arrête pas de réduire les émissions, mais en réalité, on n'arrête pas de les augmenter.
hein, donc on s'engage à les réduire, mais on les augmente, vous connaissez ces schémas mieux que moi. Donc, leur efficacité est relative, mais surtout, ce sont des véritables usines à gaz réglementaires, c'est-à-dire que c'est un système qui est extrêmement compliqué à mettre en place, un marché artificiel, et qui donne lieu à tout un tas de problèmes, on en évoquera très rapidement l'un ou l'autre. Et puis, c'est un instrument tout à fait fragile et instable, ne fût-ce ce qui se traduit notamment par la volatilité des cours, dont je viens encore de vous donner un exemple. Donc, tout dépend, donc, pour le bon fonctionnement du système, de maintenir un prix du carbone assez élevé. Et puis, on se retrouve dans une politique extrêmement compliquée de soutien de cours, en réalité. Non, la raison pour laquelle ce système s'est imposé, et je reviens à ce que je vous disais en commencement, je crois, et je voudrais essayer de le montrer, c'est qu'il permet de faire tourner ensemble, c'est un outil qui permet de brasser ensemble des engagements qui sont totalement hétéroclites. C'est l'histoire au niveau mondial des responsabilités communes mais différenciées. C'est l'histoire de soumettre à un même dispositif des secteurs industriels aux problématiques très différentes. Et aujourd'hui, même en Europe, on a décidé d'ajouter le transport des personnes et le logement des bâtiments, mais aussi la taxe carbone aux frontières. Au fond, l'histoire des pommes et des poires. Hein. Ça ne marche pas très bien parce qu'en principe, dans la théorie classique, pour que vous ayez un marché, il faut que tout le produit soit standardisé. Vous avez bien quelque chose qui est standardisé, c'est la tonne d'équivalent carbone. Mais dans ce marché avec les tonnes d'équivalent carbone, vous avez ces différentes tonnes représentent des obligations qui ont été mises à charge des uns et des autres et qui, elles, sont complètement hétéroclites. Et c'est là où le marché du carbone présente un certain intérêt. Alors, ce que je voudrais vous montrer à présent, je n'ai malheureusement pas ici de montre, donc je ne sais pas si qui peut me... Il est midi, il n'y a aucun problème. Et donc, j'ai combien de temps encore au moins 15 à 20 minutes, à voire 15 une demi-heure. D'accord, très bien. Alors, ce que je voudrais rappeler ici, c'est en quelques mots d'où vient cette théorie et pour comprendre pourquoi elle a été appliquée, prendre très rapidement certains moments où effectivement cette formule a été choisie. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'auteur de la théorie de ces marchés est canadien. C'est John Dales, qui était un économiste de Toronto et qui ne faisait absolument pas du droit de l'environnement, qui ne faisait pas, pardon, c'est pas un juriste, c'est un économiste, qui ne faisait absolument pas d'économie de l'environnement et qui n'en a d'ailleurs plus jamais fait après avoir néanmoins exposé sa théorie, le voilà John Dales, dans un livre, Pollution, Property and Prices, an essay in policy making and economics, qui donne la base théorique de l'établissement d'un marché de la pollution et qui, comme vous le voyez, alors il est sorti en 1968 et il est réédité. C'est un livre qui est toujours très intéressant à lire. Alors, John Dales, lui, il paraît que ce qui l'intéresse, il était inquiet de la pollution de l'eau des rivières dans la région des Grands Lacs parce qu'il aimait bien observer les oiseaux sauvages. Et donc, il a fait cette contribution. Mais après, quand l'idée a pris au niveau des gouvernements, eh bien, lui, il s'en est complètement désintéressé, si bien qu'il a été invité à la Maison-Blanche pour présenter son projet, il n'est pas venu. Et donc, je ne sais pas la raison de ça, mais pour vous dire que donc, il a fait une apparition dans ce domaine-là et il a créé quelque chose de durable, mais sans en poursuivre spécialement ni la paternité ni les conséquences. Alors, on voit, mais que John Dales arrive
non pas de nulle part. Son idée des marchés de polluer, et on ne va pas ici, on n'en a pas le temps, refaire tout un historique, mais John Dales était proche, non seulement géographiquement, mais aussi par son travail de l'école de Chicago. Et en réalité, sa théorie des marchés de polluer est une application, comme il le reconnaît lui-même dans sa bibliographie, du théorème de Coase, de Ronald Coase, sur lequel je viendrai dans un instant. Donc, Dales explique, je reprends son explication, même si vous verrez qu'il faut y apporter des corrections, mais il explique de manière extrêmement simple qu'il y a trois manières de réguler la pollution, soit command and control, donc la réglementation classique, hein, vous pouvez interdire le charbon, vous pouvez interdire les véhicules automobiles à énergie fossile à telle date, etc., soit de vous taxer, hein, on connaît l'histoire, c'est ce qu'on appelle une taxe Pigou, du nom de Arthur Pigou, donc là un économiste classique, mais qui remonte bien plus haut dans le XXe siècle, c'est-à-dire que vous augmentez les prix pour faire baisser les quantités, comme quand on augmente le prix du paquet de cigarettes pour décourager les fumeurs, avec en plus l'élément de ce qu'on appelle le double dividende, c'est-à-dire que d'une part, certaines personnes s'arrêtent de fumer. Donc ici, certaines entreprises vont réduire leurs émissions de carbone et pour le reste, vous allez avoir une rentrée fiscale qui va vous permettre de mener des politiques publiques, par exemple, d'inciter le développement d'énergie verte ou de transition. Et puis, dit-il, vous avez une troisième solution qu'on appellera cap and trade, dans lequel, en fait, vous n'allez pas jouer sur le prix pour faire modifier les quantités, vous allez directement faire baisser les émissions de carbone en les contingentant. Hein, c'est-à-dire, vous allez dire, à partir de ce moment, à partir de maintenant, il n'est plus question d'émettre librement. Les acteurs sont limités dans l'usage qu'elles peuvent faire de ce bien public qu'est l'air, et donc je limite les quantités d'émissions qui vont pouvoir être diffusées dans l'atmosphère. Je vais les limiter de plus en plus, mais je vais assortir ces autorisations administratives d'émettre du carbone, je vais les incorporer dans des titres négociables et que les acteurs vont pouvoir s'échanger de gré à gré, en réalité, en fait, sur un marché, sur une bourse. Hein, donc, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre comment fonctionne un marché du carbone. Vous voyez que ici, j'ai pris deux entreprises. Eh bien, l'autorité publique, elle émet chaque année. Ici, j'ai fait une politique drastique qui va permettre de résoudre les problèmes des changements climatiques à la vitesse de l'éclair, puisqu'en 5 ans, hein, on a divisé par 5 le nombre des droits en circulation. Bon, voilà le principe. Alors après, pourquoi rendre ces titres négociables? Eh bien, expliquent les économistes, hein, sur base du théorème de Coase. C'est ici que le théorème de Coase explique pourquoi les titres doivent être négociables. C'est parce que, selon le secteur, si vous imaginez que mon entreprise A, par exemple, est un électricien qui fonctionne, dont les centrales fonctionnent au charbon, et que mon entreprise B est une cimenterie dont les fours fonctionnent à l'énergie fossile, eh bien, on va voir que ces deux entreprises n'ont pas la même facilité et ni le même coût pour passer à de l'énergie qui émet moins de carbone. Hein, par exemple, c'est, paraît-il, pas si compliqué de passer d'une centrale électrique qui fonctionne au pétrole à passer au gaz naturel. Eh bien, par contre, imaginez-vous quand vous devez changer les fours d'une cimenterie, eh bien, ça, c'est un investissement dont l'amortissement s'effectue sur 30 à 40 ans, etc. Et donc, c'est quelque chose qui demande réflexion et qui suppose un coût important. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez un système de droits échangeables,
eh bien, vous allez avoir, et si j'ai mis des données ici, hein, qui demeurent les mêmes dans le slide suivant, si pour l'électricien, c'est 5 euros la tonne et pour le cimentier, c'est 15 euros la tonne, le prix de la décarbonation, c'est beaucoup plus important en réalité. Hein, c'est un exemple purement hypothétique. Si vous leur permettez d'échanger leur titre, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'électricien va passer du charbon au pétrole ou au gaz naturel, et le cimentier, lui, va continuer avec son faux polluant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller racheter certains de ces titres d'émission à l'électricien, et ainsi le quota maximum décrété par l'autorité sera atteint, mais il sera atteint à un coût moindre au total que si on avait imposé un quota unique pour chaque acteur. Et ça, c'est une application textuelle du théorème de cause, selon lesquels, eh bien, une bonne manière de régler les difficultés, c'est de distribuer des droits de propriété entre des acteurs qui vont ensuite s'échanger ces droits. Et si le coût des transactions tend vers zéro, eh bien, le libre-échange par le droit des parties va tendre à l'allocation optimale des ressources, c'est-à-dire ici à la décarbonisation au moindre coût. Alors, comme me le faisait remarquer un étudiant bien éveillé, ça veut dire qu'on commence par ce qui est le plus facile. On commence à réduire les émissions là où elles coûtent le moins cher, c'est-à-dire on commence à faire d'abord le métier facile, c'est-à-dire on se réserve le plus dur pour la fin, ou on va dire pour les générations suivantes, puisqu'on est déjà sur une histoire de plus de 20 ans, il y a une génération qui est passée, et donc ça, c'est aussi un problème de ce système. Alors, voilà la théorie. Maintenant, comment s'est-elle imposée en pratique? Alors, premier moment, les États-Unis. 68, c'est le bouquin de D, c'est aussi 67, c'est aussi Garrett Hardin, la tragédie des communs, etc. Vous connaissez ça. 1970, c'est une loi assez importante aux États-Unis, c'est le Clean Air Act. Ah, voilà qu'on est dans des questions d'air, mais ce n'est pas encore du carbone, c'est des problèmes de pollution, qui est assez sévère, qui prévoit des mesures assez sévères qui vont être gérées par l'agence, l'IPIA et l'agence de la protection de l'environnement, donc américaine. Et ces mesures assez sévères disent ceci, ce n'est pas du tout des marchés du carbone, ils disent quand le taux de pollution dans une ville est trop élevé, on ne peut plus y mettre des nouvelles usines polluantes. Ou si on met une nouvelle usine polluante, alors il faut qu'il y ait une autre qui disparaisse. Donc oui, on peut effectivement détruire des vieilles usines très polluantes pour en mettre d'autres qui sont meilleures, mais à un moment, on ne peut pas augmenter. Et ça, les entreprises, ça leur posait énormément de problèmes et elles ont tout de suite essayé de trouver des assouplissements et qu'elles ont effectivement trouvé et qui consistaient à dire oui, mais si j'enlève une usine dans telle ville, est-ce que je ne peux pas en créer une autre dans telle autre? Ou est-ce que je ne peux pas regrouper, moi, mes engagements, toutes les obligations qui pèsent sur moi et faire un bilan net à la fin? Est-ce que si je n'ai pas pollué cette année, je peux mettre ça en réserve pour polluer l'année prochaine? Et donc, vous voyez l'idée, mais c'est une idée qui n'était pas spécialement motivée par des grandes théories économiques, si vous voulez, et cela va rencontrer cette demande de souplesse va absolument rencontrer la proposition des marchés du carbone. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je le précise maintenant, il était tout à fait clair pour Cause et pour ses amis de l'école de Chicago que ce système-là allait être proposé pour résoudre des problèmes d'environnement. Pour le dire de manière plus claire, ça a été la réponse, en quelque sorte, du monde de l'entreprise ou du monde de l'école de Chicago au développement des premières législations importantes sur la protection de l'environnement. Hein, ça a été cette réponse-là. Et cette réponse, elle s'est imposée. Donc, la première mise en œuvre de cet outil,
c'est 1990 aux États-Unis, sous la surveillance de l'EPA, avec les programmes de réduction des pluies acides, hein, vous savez, les oxydes d'azote, les fameux NOx et les oxydes de soufre. Là, on a mis pour la première fois en place, et pour la dernière fois en place aux États-Unis, un système de marché de quotas de pollués. Et immédiatement après, les Américains ont dit au sein de l'OCDE, bon, on va faire ça au niveau international pour Kyoto, je vous en ai déjà parlé. Et ce qui est fou, c'est que les Européens qui étaient tout à fait hostiles à cela, qui ne voulaient pas en entendre parler, polluer, non, c'est mal, il faut qu'on réduise absolument les engagements. Puis ils ont proposé un compromis aux Américains. 50%, on peut faire du marché, mais 50%, il faut réduire ses émissions. Et les Américains disaient non, parce que nous, on ne va pas réduire notre pollution. Le mode de vie américain n'est pas négociable. Ce qu'on va faire, c'est que on a comme seuil de référence, année de référence 1990, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont avoir des quotas fabuleux, qui sont en fait les pays de l'ex-URSS et les pays d'Europe de l'Est, qui ont une industrie qui était énormément polluante, que de toute façon on va démanteler, donc ils n'auront pas besoin des quotas. Nous, on va racheter les quotas, et comme ça, on va les aider à faire la transition. Donc ça, c'était ça le plan, de manière tout à fait officielle. Et ce qui est fou, c'est que les Européens ont finalement été convaincus. Hein, et à l'époque, je prends l'exemple de la France, parce qu'en France, pour les anciens, ceux qui s'en souviennent, et puis c'est loin, c'est de l'autre côté, mais c'était le moment de la gauche plurielle qui était au pouvoir, c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre. Donc, ce n'était pas fait d'aller les convertir aux thèses de l'école de Chicago, d'autant plus que c'était une écologiste de gauche, Madame Dominique Voynet, qui était la ministre de l'Environnement. Hein, et qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, finalement, elle a dit « Je n'ai pas d'opposition idéologique au mécanisme de marché ». Ce que lui avait soufflé un de ses députés, c'était Alain Lipietz, quelqu'un de très à gauche, un économiste très à gauche, qui dit du point de vue de la théorie économique, je regrette d'avoir à chaque fois, j'espère que les gens, eux, voient la totalité des slides, parce que c'est toujours caché ce que je veux montrer, c'est, vous voyez la phrase idéale, pardon, excusez-moi, vous voyez la phrase en partie, ce système est idéal en théorie. Et donc, ce qu'il disait, hein, c'est pour les écologistes, pour les environnementalistes, ce système est idéal. Donc, ce que je voudrais ici juste pointer, c'est que il y a eu vraiment une conviction. Hein, certes, c'est un outil qui a été mis en place dans un certain cercle, mais il y a une vraie conviction, il y a une vraie persuasion au niveau des économistes de l'environnement, et peut-être pour des bonnes raisons. Je ne critique pas ici, vous voyez qu'il y a eu et que ça a produit des conséquences. Alors, éphémère, on va dire, mais c'est Kyoto, ça a marché 4 ans. Oui, mais en attendant, les Européens qui ne voulaient absolument pas parler des marchés du carbone sont devenus les plus grands fans de ces marchés du carbone. C'est le cœur de leur politique de dépollution. Ils ont dit encore que ça demeurait la pierre angulaire, on l'a vu avec Ursula von der Leyen et son Green New Deal, et que c'est l'outil qu'ils allaient essayer d'exporter dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui s'est... quels sont au fond les avantages et les inconvénients, et je parle toujours sous le temps de Nicolas, je vous disais, cela permet, ce système du marché permet de faire fonctionner ensemble tout un tas d'engagements hétéroclites. Et de ce point de vue-là, il est beaucoup plus facile de, à un moment, dire, eh bien, écoutez, on va passer de moins 40 à moins 55% de réduction des émissions, que de commencer à faire une réglementation sectorielle ou à faire une réglementation d'acteur par acteur. Au fond, à un moment, une fois que vous avez mis en place théoriquement ce marché et qu'il fonctionne, vous pouvez réguler à peu près comme vous régulez la température de la pièce avec un thermostat. J'y vais un peu vite, mais enfin, l'idée c'est celle-là. Vous changez des objectifs, hein, et puis vous n'avez pas besoin d'une réglementation tatillonne.
Deuxième grand avantage, et là on quitte un peu Chicago pour aller chez Hayek, c'est que vous avez ainsi réalisé l'objectif que le Premier ministre canadien met maintenant en avant. Vous avez donné un prix au carbone, donc la fameuse théorie du signal-prix, puisque eh bien, les gens savent qu'à la bourse, le carbone s'échange en Europe à 75 € à 110 $ canadiens la tonne, eh bien, vous avez vite fait votre calcul quand vous voulez créer une nouvelle entreprise. Vous savez combien ça va vous coûter si vous émettez. Ça va vous permettre de faire votre choix aussi en termes technologiques. Est-ce que vous optez pour une technologie verte où là, vous aurez zéro droit carbone, mais qui va peut-être être plus cher à amortir, ou est-ce que vous optez quand même pour une technologie carbonée, hein? Donc, grand avantage. Troisième avantage, qui n'est pas, là où le classement en 3 types de Dales nous induit un peu en erreur, parce qu'il nous disait, vous pouvez choisir entre une taxe ou un cap and trade. Mais pourquoi se priver et ne pas prendre fromage et dessert? Comment faire? Ben, c'est très simple. Pour avoir les deux, il suffit que ces droits de polluer, au lieu de les donner gentiment, comme l'imaginait John Dales, aux pollueurs, ben, vous le leur vendiez. Hein, et vous le vendez notamment, le mécanisme, tant qu'à faire, poussons jusqu'au bout les méthodes de cause, hein, c'est vous les vendez lors d'une vente aux enchères, ce qui donne aussi un premier signal prix au marché. Un autre signal étant évidemment l'évolution du cours sur le marché secondaire. Et puis, vous avez, je vous passe tout cet aspect-là, mais qui pourrait nous occuper pendant de longues heures. Après, vous avez toute la finance globale qui va concevoir des outils qui sont notamment, par exemple, des futurs, hein, dans lesquels ça va nous donner une idée. Le marché va nous donner une idée du prix où se négociera la tonne de carbone, non pas seulement aujourd'hui, mais dans 5 ans, mais dans 10 ans, même si j'ai quelques schémas que je n'ai pas choisi de vous montrer. On peut dire que là aussi, bon, prédire l'avenir est une tâche assez difficile. Si on vous montre les graphes de prédiction de ce qu'allaient faire les marchés du carbone, etc., vous seriez très étonné. En tous les cas, ça n'a pas la moindre rapport avec ce qui s'est passé, mais c'est le risque de la prévision. Alors, il y a encore un élément qui est, sur lequel je suis déjà un peu venu, mais qui était vraiment un élément important pour John Dales et qui était l'idée de la simplicité de ce système. Alors ici, on va essayer aussi de deviner ce que John Dales nous dit. Sauf erreur grossière de ma part, les marchés peuvent être utilisés pour mettre en œuvre n'importe quelle politique anti-pollution dont vous ou moi puissiez rêver. Jusque-là, OK? Et là, c'est là où la phrase, je ne vais pas être d'accord avec John Dales, mais c'est simplement que la pratique le montre, la simplicité administrative du schéma constitue sans doute l'un de ses principaux attraits. Alors, quand vous voyez, effectivement, je lui faisais allusion, tout ce que vous devez mettre en place pour faire fonctionner un marché de ce genre, en réalité, ce n'est pas du tout une simplicité administrative, notamment parce que vous devez, comme c'est un marché tout à fait artificiel, vous devez créer des conditions, puis il y a des fraudes, il y a des dysfonctionnements, il y a des bugs sans arrêt. Enfin bon, c'est un enfer. Et alors, il va un peu au-delà de sa main en faisant allusion à un autre, enfin, il ne fait pas allusion d'ailleurs, mais c'est la même idée qu'un autre contributeur proche de l'école de Chicago, qui est la guérilla armée entre les défenseurs de la nature, dont lui donc, et les pollueurs pourrait être transposée en une guerre à coups de dollars civilisés.
Donc, par rapport à l'idée des luttes pour l'environnement en ce moment-là, on imagine, vous vous rappelez les années 70, bon, on est de retour là-dedans, les manifestations pour le climat. Non, c'est beaucoup plus simple, disait un autre schéma, un autre penseur un peu plus brutal. Eh bien, on peut acheter au plus offrant si on aura un air propre ou pollué. Alors, comment ça marche dans le système de Deals? Dans le système de Deals, ça avait été prévu au niveau européen, ça n'a jamais fonctionné, pour des raisons que je peux vous expliquer lors de la discussion si vous voulez, c'est que bien, les ONG, par exemple, pouvaient se mettre à acheter des titres de carbone pour les détruire. J'allais dire les brûler, mais ça, ce ne serait pas une bonne idée, puisque, évidemment, ça recrée du carbone, mais je vous rassure, tous ces titres, évidemment, existent de manière purement et simplement électronique. Ils sont complètement dématérialisés. Donc, le problème de ce marché, outre la difficulté à le mettre en place, c'est que ça n'est pas du tout un marché normal. C'est un marché qui est complètement administré de A à Z. Pourquoi? Parce que le but ici, c'est pas que le marché fonctionne bien. C'est même pas juste de dire, OK, on va devoir mettre en place le cadre législatif en faisant en sorte que il n'y ait pas trop de frottement, que les fraudeurs soient punis, etc. Ça vous est complètement égal qu'il y ait un marché du carbone qui fonctionne bien. Votre but en instituant un tel marché, c'est de réduire les émissions de carbone. Donc, ce n'est pas du tout de faire bien fonctionner un marché. C'est ça l'important. Et donc, en réalité, pour réduire les émissions de carbone, qui est votre objectif premier, vous avez besoin d'un prix du carbone qui soit élevé. Et donc, en fait, ce que vous avez à voir sur le marché européen, par exemple, c'est que vous avez en permanence une intervention sur le marché. Donc, par exemple, au niveau européen, ils changent constamment les règles en cours de jeu. Vous pensiez que c'était moins 40, ben maintenant c'est moins 55. Oh là là, ben alors je vais devoir en acheter. Donc, ça n'a rien à voir avec le libre jeu du marché. Autre technique, c'est que la commission dit bah, le prix est trop bas, je vais enlever l'équivalent d'une année de pollution et je le mets en réserve. Ah, évidemment, les prix remontent. Mais donc, tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire je souhaiterais augmenter mes objectifs de réduction des émissions. Et vous utilisez évidemment le marché pour arriver à cet objectif-là. Dans le même temps où vous faites ça, les autorités publiques, elles-mêmes parfois un peu conseillées par d'autres, n'arrêtent pas de faire aussi, créer des mécanismes pour faire baisser le prix. Donc, elles n'arrêtent pas d'intervenir pour faire augmenter le prix, mais en même temps, il y a tout un tas de mécanismes pour faire baisser le prix. Par exemple, au niveau Kyoto, on avait créé de la monnaie de singe, c'est-à-dire un mécanisme de développement propre avec tout un bureau au niveau de l'ONU dans lequel, comme les pays en développement, mais qui comptaient encore la Chine et tout ça, à l'époque, c'était considéré comme des pays en développement, ne devaient pas, elles, réduire leurs émissions. On dit, mais c'est bête, elles pourraient quand même, du coup, elles ne vont pas bénéficier de la transition énergétique que nous, on va faire en Occident. Donc, chaque fois qu'on va faire un projet vers un pays comme la Chine et qui va permettre de réduire les émissions, il faudrait que nous, on touche des droits carbone en plus, comme ça, on pourrait polluer chez nous. Bon, en réalité, vous créez de la monnaie de rien. Hein? Et à quoi ça a servi? Ben, on a changé le gaz dans les frigos dans des centaines de millions de ménages chinois. Et en réalité, on a créé tout à fait une monnaie qui est venue faire baisser le prix du carbone, y compris sur le marché européen, parce que ces droits Kyoto étaient utilisables sur le marché européen. Puis les États, au départ, c'était les États, la subsidiarité, le fédéralisme, vous connaissez ça au Canada, c'était les États qui émettaient les titres. Alors, ils ont surémis pour leurs champions nationaux. Alors, il y a, dernier exemple, les quotas aériens. Donc, l'Union européenne a dit, bon, maintenant, on va mettre le système en place pour tout avion qui rentre ou qui sort de l'Union européenne. Oh là là, les gros problèmes au niveau des organisations de l'aviation civile. Et finalement, on a dit que ce qu'on allait faire comme système, ce qui est en place, c'est le système Corsia, c'est que les avions vont continuer à voler de plus en plus, ils vont émettre de plus en plus, mais
ceux qui le veulent, il y a un peu de contraintes, mais pas trop, je ne vous compte pas dans le mécanisme, il n'en vaut vraiment pas la peine, c'est du greenwashing complet, vont pouvoir compenser leurs émissions en achetant à 2 dollars, parce que ça des sortes vous savez, quand on vous propose de compenser votre empreinte carbone, parce que vous avez mauvaise conscience d'être venu de Belgique à Montréal pour parler du réchauffement climatique et de ne pas l'avoir fait en bateau comme Greta Thunberg, et que vous avez pris l'avion, mais alors vous pouvez vous racheter une conscience à moindre coût, à 2 dollars la tonne. Eh bien, c'est exactement ce que font les compagnies. Et alors, grâce à ça, on plante des arbres quelque part, enfin un truc complètement. Et donc, à chaque fois, évidemment, ces droits, ils vont faire baisser les prix sur le marché. Et donc, voilà quelles sont un peu les questions de fonctionnement. Alors, j'en arrive, et il est temps de conclure pour ouvrir à la discussion. J'en arrive au dernier point qui est quelle est la stratégie, et on va prendre par l'Union européenne, quelle est la stratégie par rapport à ces histoires de créer des centaines de marchés du carbone à travers le monde. Eh bien, l'Union européenne, et c'est à peu près dit comme ça, en tous les cas, ce n'est pas grandement caché, c'est même plus ou moins dit, parfois j'avais l'impression que ce n'était pas bien pensé, mais en fait c'est bien pensé, c'est de dire on va jouer contre l'international. Les COP, ça ne marche pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un marché global du carbone. Parce que non seulement on va inciter les autres à créer des marchés, mais on va ensuite, et c'est prévu par des directives depuis 2005 déjà, on va ensuite lier les marchés entre eux. Et donc l'Union européenne a dépensé beaucoup d'énergie pour négocier avec l'Australie, d'abord avec toute l'Europe. Là, en gros, il y a un marché pour l'Europe, sauf qu'on a perdu les Anglais. Et là, ils sont en train d'abandonner la politique climatique. Vous n'avez qu'à voir dans mon schéma, vous pouvez avoir le PowerPoint, vous verrez le coût britannique depuis qu'ils sont sortis du système européen. Le coût du quota, ça vaut presque, hein, ça a terriblement dégringolé. Hein, donc ça veut dire qu'ils font plus d'efforts climatiques, en fait, les Anglais. Hein. Ou bien qu'ils n'ont plus d'industrie. Bon, ça peut être l'un et l'autre réunis. Ça, je laisse aux économistes le soin d'arbitrer entre les deux. Mais donc, l'idée, qui est une utopie un peu folle, hein, et je vous propose d'en discuter, c'est qu'on va réussir à créer un grand marché mondial du carbone. Et donc, pour ça, on a fait des négociations aussi avec des partenaires australiens, avec le partenaire néo-zélandais, ça a échoué, et puis avec la Californie, et donc le Québec, ça a échoué. Et donc, vous voyez, on n'hésite pas à jouer sur des acteurs infra-étatiques. On a même pensé faire des jonctions avec des groupes d'entreprises. Et donc là, ici, vous voyez un contournement de la logique internationale qui fonctionne sur la négociation interétatique, les traités, etc., pour dire, ben non, on va créer des marchés, et ensuite, ces marchés, on va les lier, et ainsi, on aura un grand marché global du carbone, et ensuite, on va faire une grande politique du climat, et ainsi, on va résoudre enfin tous les problèmes du monde. Alors, là où ça paraît complètement fou, ce système-là, c'est qu'il ne faut pas oublier que chacun des marchés en question dépend à tout moment de la volonté politique. J'ai essayé de vous le dire il y a 2 minutes. C'est-à-dire que s'il y a tout d'un coup un changement de Premier ministre ou un changement de gouvernement et que le nouveau gouvernement dit mais en réalité non, il faut faire une pause, c'est le grand mot en Europe pour le moment, il faudrait faire une pause dans la lutte contre le réchauffement climatique, eh ben vous avez votre titre qui va s'effondrer, ou bien vous devrez dissocier les marchés, hein, parce que pour que les marchés fonctionnent ensemble, encore, il faudrait que ce soit le même prix, mais pour que ce soit le même prix, il faudrait que ce soit la même politique. Enfin, donc, il y a quelque chose là-dedans d'une utopie qui a quelque chose de fou, mais qui en même temps donne lieu à une politique extrêmement importante et qui brasse quand même des centaines et des centaines de milliards. Et donc, ce n'est pas qu'une utopie dans la tête de M. Dales, qui d'ailleurs n'a pas formulé cette idée-là, mais c'est véritablement une utopie en action qui mobilise de grandes forces sociales, même si on ne voit pas, ou on voit difficilement, mais je serais très heureux d'entendre votre avis, comment elle va
déboucher et sur quelle réalité elle va déboucher. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie de votre attention, tant pour ceux qui écoutent à distance que pour ceux qui sont dans cette salle. Merci beaucoup.